C'est l'emploi ensemble. En plus, ce matin, j'ai eu une bonne surprise en me réveillant. J'ouvre mon news Facebook et je vois ce sketch des Guignols sur l'emploi qui est sorti hier et qui fait un buzz monumental à travers tout mon Facebook, qui est une sorte de parodie. Et donc, je me suis dit, tiens, ils ont appris que les Barbares Attack faisaient un sujet sur l'emploi. Et ils se sont dit, on va faire une petite vidéo. Alors, le marché du recrutement et le marché de l'emploi, contrairement à une croyance très franco-française, ce n'est pas un monopole d'État, c'est un vrai marché privé avec énormément d'argent. J'espère que vous voyez tous sur l'écran. D'habitude, il y a un grand écran, mais et là, il a grillé. Le marché de l'emploi, c'est un gros marché. Rien qu'aux États-Unis, on est à 140 milliards. En France, il est évalué à 16 milliards à peu près. Il est un peu moins fluide et un peu moins efficace, puis on est un plus petit pays aussi. Mais le marché de l'emploi représente une vraie opportunité économique que de nombreuses sociétés attaquent, et de nombreuses sociétés attaquent depuis très longtemps. Par exemple, pendant très longtemps, les offres d'emploi dans les journaux ont été une part très importante de leur business model. Ça a été ravagé par l'Internet comme à peu près toutes les autres parts de leur business model. Mais on n'est pas aux barbares attaquent la presse. Et le marché de l'emploi, en plus, concerne quelque chose qui touche le cœur et la vie de nos sociétés, c'est les taux de chômage. Alors, on est une génération qui vit le chômage. On n'a pas connu le plein... Enfin, personnellement, je n'ai pas connu le plein emploi. Peu de gens dans cette salle ont l'air d'avoir connu l'époque mythique dont on parle avec le plein emploi. On est une génération qui a toujours vécu avec cette fatalité du chômage. Et cette génération a grandi quelque part avec l'idée que le chômage, c'était un phénomène structurel contre lequel chaque gouvernement, les uns après les autres, décidait de lutter très 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 fort et avec énormément d'emphase et énormément d'énergie pour ne jamais aboutir à aucun résultat. Et alors, on a un problème en plus avec ces taux de chômage, c'est qu'en plus, ils sont très loin de la réalité puisque les statistiques du chômage oublient un certain nombre de gens très importants. Par exemple, les statistiques du chômage ne comprennent pas l'ensemble des jeunes qui cherchent un emploi pour la première fois. Le chômage ne concerne pas l'ensemble des pré-retraités qui sont pré-retraités parce que de toute façon, on ne va pas réussir à les recaser. Les statistiques du chômage ne concernent pas tous les gens qui sont radiés parce qu'ils n'ont juste rien compris aux procédures. On en a même certains ici. Ces statistiques, en plus, avec des taux délirants, vous l'aviez sur le slide précédent, 10,8 pour la France, sont en plus très en deçà de la réalité ressentie du chômage. C'est un peu comme les températures. Vous savez, vous avez la température objective et la température ressentie. Objectivement, il peut faire -3, mais vous grelottez comme s'il faisait -20. C'est un peu la même chose dans le chômage. On est dans un pays où la température ressentie du chômage est extrêmement forte. Et alors, on a une solution concernant le chômage très nationale. Non, mais rigolez pas, je n'ai pas commencé. Je sens déjà la crispation et les rires. On a une solution dont on est très fier, une exception nationale que le monde entier nous envie. Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, c'est la grande agence nationale pour l'emploi, c'est dans le nom, Pôle emploi. Il y a même un super nouveau logo, tout ça. Et c'est une agence dont le but est de trouver un emploi pour les gens. Alors, j'ai envie de faire un petit exercice avec vous, parce qu'à part faire les soirées Barbares Attack, vous donner des fruits et du vin, ici, on a une vraie activité, on aide des startups à accélérer, on les juge. Et donc, on va faire un petit exercice tout simple, c'est de juger Pôle emploi comme si c'était une start-up qui voulait rentrer dans The Family. Donc, qu'est-ce qui se passerait si Pôle emploi arrivait et venait en office hour avec moi et me disait « Tiens, vraiment, on a un petit problème, on aimerait être accéléré, on aimerait grandir, on aimerait être accompagné. Est-ce que vous nous prendriez dans The Family ?» Eh bien, la réponse est non, pour 3 raisons principales. De toute évidence, un vrai problème de mécanisme design, on va y venir. Deuxième problème, un vrai problème de business model, on va en parler en détail. Et troisième problème, une expérience utilisateur déplorable. On a voulu pour cette présentation taper Pôle emploi sur Twitter. C'est un jeu que je vous invite tous à faire. C'est fabuleux. C'est d'un seul coup, on voit toute la frustration humaine se déverser contre une administration. Je sais qu'il y a des gens de Pôle emploi dans la salle, je ne sais pas où ils sont. Mais c'est en toute amitié que je dis ça parce que vraiment, il va falloir trouver une solution à ça. Alors, pourquoi bad mécanisme design? Le mécanisme design, en théorie des jeux, c'est la théorie qui veut qu'en ayant les bonnes incitations avec les bons agents, on obtient les bonnes attitudes. Donc, je me rends compte que je n'ai pas du tout été clair. Imaginons que je veux vous amener à payer quelque chose. Et ben, il y a un nombre d'incitations qui me permettra de vous convaincre de payer plutôt que de ne pas payer.
Par exemple, le freemium, c'est un mécanisme design. Pourquoi? Parce que vous avez une partie qui est gratuite, je vous convainc sur un certain nombre de choses, et puis il y a une partie qui est payante, et il est là le mécanisme de paiement. C'est que vous avez été tellement convaincu par ce qui est gratuit que vous imaginez que ce qui est payant est encore plus révolutionnaire et plus incroyable, et donc vous allez payer. Le freemium est l'un des grands exemples de mécanisme design réussi. Un autre exemple de mécanisme design que tous les vendeurs d'héroïne connaissent, c'est donner un maximum de choses gratuitement jusqu'à ce que les gens soient dépendants, puis arrêter quand ils le sont, comme ça, ils sont prêts à payer très très cher. Un autre exemple de mécanisme design. Et bien dans le cas de Pôle emploi, il y a un problème structurel dans le mécanisme design de Pôle emploi, c'est que la plupart des gens, malheureusement, qui finissent à Pôle emploi et qui ont besoin de Pôle emploi, sont finalement les gens les moins bien armés pour pouvoir utiliser Pôle emploi, comprendre Pôle emploi et naviguer à l'intérieur de Pôle emploi. Finalement, ce n'est pas la faute de Pôle emploi parce que ça représente tellement de gens. On a une grande passion du centralisme en France et on a demandé à une administration de résoudre un problème protéiforme avec une solution uniforme. Et résultat, ça passe tout le monde dans cette moulinette du mécanisme design et vous avez quelque chose d'assez bête comme le fameux CV. Par exemple, la première chose que vous devez faire en rentrant à Pôle emploi, c'est de remplir un CV. Alors, c'est magique de remplir un CV, mais la plupart des gens qui finissent et qui ont besoin de Pôle emploi pour trouver un travail, ben, ils ne savent pas faire de CV. C'est une réalité toute bête, c'est une réalité toute simple. Et alors, on a créé une solution extraordinaire à ça. On a créé les séminaires de formation au CV, qui sont des choses où, je peux vous en parler très personnellement, ma mère y a fini un jour. On vous prend pour un enfant de 5 ans, on vous fait vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas tant d'expérience que ça, finalement, vous ne valez pas tant que ça, et c'est peut-être pas pour rien que vous avez fini au chômage. Et le processus psychologique que je viens de vous décrire est vraiment l'inverse de ce que vous avez envie en tant qu'agence pour l'emploi. Deuxième problème de business model. Pôle emploi, en soi, c'est gratuit, c'est payé par les impôts. Alors, en soi, ça peut paraître extrêmement bénéfique, etc. Mais il y a un gros problème à ça, c'est que finalement, comme c'est assez inefficient et que les gens qui payent ne sont pas les gens qui en ont besoin, ça crée une sorte de défiance sociale entre ceux qui payent et ceux qui en ont besoin. Et quelque chose qui est si vous allez un jour, je le dis devant la caméra, tant pis, si un jour vous allez à un congrès du MEDEF, vous vous rendrez compte, c'est TAP System. On a l'impression que cet endroit-là représente tous les maux de la France et que tous les patrons de ce pays ont finalement donné de l'argent qui a été gaspillé par la fenêtre. Alors il y a deux façons de prendre ce problème. Première façon, c'est de se dire, de toute façon, ils avaient qu'à voter de l'autre côté de la barrière politique et puis on s'en fiche. Ou l'autre point, c'est de se dire que c'est quand même dommage que dans un pays, la fluidité du marché de l'emploi se fasse au prix de la frustration des gens et que de toute évidence, de toute façon, ce qui gêne le plus les gens, ce n'est pas de payer pour cette institution, c'est qu'elle soit inefficiente. Or, il y a un gros problème quand quelque chose est gratuit, et ça c'est quelque chose qu'on dit, c'est que normalement, quand un service est gratuit dans une start-up, ça veut dire que vous êtes le produit. Si Facebook est gratuit, c'est parce que vous êtes le produit. Si Google est gratuit, c'est parce que vous êtes le produit. Le problème, c'est que dans le cas de Pôle emploi, vous n'êtes pas le produit. Et vous n'êtes jamais traité comme un produit. Il n'y a pas un service d'accompagnement des employeurs à Pôle emploi. Il n'y a pas un service sur mesure pour les employeurs extraordinaire qui fasse rêver tous les employeurs. Et donc, Pôle emploi se comporte comme si ses clients étaient les demandeurs d'emploi, mais de l'autre côté ne facture pas au bon endroit, puisqu'elle facture les employeurs à travers les taxes. Et donc, il y a un mismatch terrible de business model, extrêmement classique, c'est quand on confond ses clients et ses consommateurs. Et je peux vous le dire, 4 startups sur 5 font cette erreur. Donc, c'est pas étonnant que Pôle emploi la fasse aussi. Dernier problème, bad user experience, très mauvaise expérience utilisateur. Encore une fois, allez sur Twitter, lisez les témoignages. C'est une réalité, ils sont exagérés, ils sont ce que vous voulez. Peu importe, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que quelque chose qu'on répète toujours à nos startups, c'est que les clients sont rois. C'est un peu idiot, c'est un peu simplé, mais c'est incroyablement libérateur quand vous êtes entrepreneur. Parce qu'au moins, vous arrêtez de vous prendre la tête et vous comprenez que le seul but, c'est que les consommateurs soient heureux. Or, si les consommateurs sont malheureux et si les consommateurs expriment de la frustration, alors ça veut dire qu'il y a un problème et ça veut dire que l'expérience n'a pas été à la hauteur. Et quand on a une mauvaise expérience utilisateur, souvent, c'est parce qu'on est en situation de monopole et qu'on n'a aucune motivation pour améliorer ça. Et alors, politiquement, la réponse à ce problème, alors, mauvais résultat à tout ça, on a annoncé là dans l'interview, c'était ça dans l'interview dimanche, 500 000 emplois non pourvus en France. Et donc ça crée un fantasme politique énorme qui est de se dire, ah là là, il y a 500 000 emplois non pourvus.
c'est ma marge de manœuvre minimum quand je vais trouver les gens en face. On y reviendra sur cette question, mais au moins l'output de Pôle emploi, de toute évidence, est un échec. S'il y a 500 000 emplois non pourvus stockés chez Pôle emploi, c'est qu'il y a un problème. Si après 20 ans d'augmentation des effectifs, d'amélioration des moyens, on en est toujours au même résultat, c'est peut-être parce que la solution est simplement de ne pas rajouter des agents supplémentaires et simplement de comprendre qu'il y a un problème structurel. On va creuser dans ce problème structurel. Prenons un fait un peu intéressant, un peu enthousiasmant, un peu bonne nouvelle. Après, j'ai l'impression de vous avoir tous déprimés là. Il y a un fait très intéressant. 22 millions d'Américains ont trouvé leur job sur les réseaux sociaux. 78% via Facebook. Ce qui est quand même incroyable. Je ne sais pas comment les gens trouvent un boulot sur Facebook, mais les gens trouvent des boulots sur Facebook. 40% assistés par LinkedIn et 42% déclarent que le travail en question a été mentionné sur Twitter. Il s'est passé quelque chose de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que les réseaux sociaux ont marqué des points extraordinaires dans le fait de trouver un emploi à des gens qui en cherchent en faisant une forme de matching assez protéiforme. Alors évidemment, le grand gagnant dans cette industrie, c'est LinkedIn. Vous le connaissez tous, je ne vais pas rentrer. Qui a un profil LinkedIn dans la salle? Bah oui, forcément, vous avez été invité par ça. Mais voilà, LinkedIn est de toute évidence un succès dans les jobs et les catégories supérieures. Pas un très grand succès dans les jobs et moins qualifiés, mais Viadeo marque des points dans ce domaine. Donc les LinkedIn Like, etc. sont en fait en train de ravager le marché et de marquer des points mois après mois. Pas très intéressant comme cas. Un cas que vous ne connaissez pas et qui est extrêmement intéressant, parce que je vais vous montrer comment, en termes d'entrepreneuriat et de start-up, on peut attaquer un problème comme celui de l'emploi. S'il existe une industrie où le chômage est important, où les pertes d'emploi sont violentes, ravageantes, incroyablement difficiles et omniprésentes, c'est celui des start-up. Parce que déjà, sur 10 startups, il y en a à peine une qui survit, donc vous faites rapidement votre compte sur tous les gens qui perdent un emploi. En plus, ces startups sont en général un milieu extrêmement intense physiquement, où on perd très vite sa santé, on perd très vite son enthousiasme. Et en plus, par-dessus tout ça, le milieu des startups, c'est surtout à part peut-être dans la Silicon Valley, au meilleur de la bulle, les échecs dans les startups, contrairement aux mythes qu'on répète souvent, vous rendent très difficilement employable par une entreprise traditionnelle après. C'est très dur quand on a fait une startup de trouver un boulot dans une entreprise classique. Parce que personne en entretien n'a envie d'expliquer qu'il a foiré. Personne en entretien a envie de se mettre dans la situation d'expliquer l'ensemble des échecs qu'il a eu et notamment de ne pas sélectionner la bonne entreprise. Et alors, il y a AngelList. Alors, AngelList, c'est quoi? C'est la plateforme sur laquelle les startups américaines vont chercher des fonds. Ce n'est pas une plateforme de crowdfunding, c'est une plateforme d'intermédiation entre startups qui réussissent et investisseurs qui cherchent des deals. C'est une sorte de LinkedIn spécialisé dans les investisseurs. C'est extrêmement privé, vous devez avoir un profil, etc. Mais quelque chose de très amusant chez AngelList, c'est que leur business, ce n'est pas l'intermédiation entre les investisseurs et les startups, ça c'est leur activité de base. Leur business, c'est les offres d'emploi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte de quelque chose, c'est qu'ils avaient le signal sur les startups qui réussissent, ça c'est une chose, et en plus de l'autre côté, ils avaient la manne de toutes les startups qui avaient raté, et ils savaient analyser le signal. Et donc qu'est-ce qu'ils font quand une startup explose? Eh bien, ils matchent l'ensemble de l'équipe avec une startup qui explose dans le bon sens, qui réussit. Ça fait des mises en relation extraordinaires parce que le milieu est homogène, on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Ça fluidifie le marché du travail parce que ces sociétés sont en hyper-croissance, elles ont des besoins de recrutement extrêmement rapides et il n'y a pas de question de on va faire 10 entretiens, montre-moi ton CV, etc. En plus, en faisant leur start-up, les gens ont déjà bâti leur profil parce qu'ils l'ont fait pour les investisseurs et quand vous le faites pour un investisseur, vous l'avez fait d'autant mieux que vous le feriez devant un patron parce que les investisseurs sont en général, enfin, les bons en général, sont plus exigeants qu'un employeur moyen. Et donc, vous êtes là en présence d'une opportunité, d'une sous-poche de recrutement qui est devenue hyper fluide et hyper efficace. Quelque chose qui avant se passait uniquement par relations interpersonnelles, par contact, par fluidité du réseau personnel, aujourd'hui passe par de la technologie et du software, par de la plateforme.
Et ça, c'est pour vous montrer que finalement, peut-être que le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est un problème protéiforme. On ne peut pas avoir une réponse uniforme face à un problème protéiforme. Il faut, pour chaque bulle, trouver la bonne offre qui va en face de la bonne demande. Et ça, c'est une caractéristique de marché de base. C'est que vous avez besoin, pour qu'un marché de l'emploi soit efficace, de fluidité. Et vous avez besoin que des cultures homogènes se regroupent et s'accrochent. Et AngelList a marqué un point extraordinaire. Alors, il y a 2300 startups qui embauchent dessus, mais je me souviens plus. C'est un chiffre assez extraordinaire, le nombre d'embauches faites par mois. Parce que le nombre de startups ratées par mois est extraordinaire aussi. Il y a un autre phénomène dans le même moment sur Internet, c'est que de plus en plus, on n'est plus embauché parce qu'on a un profil sur LinkedIn ou parce qu'on a un profil sur AngelList, etc., qui sont des profils professionnels extrêmement spécialisés. On est aussi en train de rentrer dans une culture du show-off. C'est-à-dire que de plus en plus, les gens montrent aussi leurs compétences et leurs réalisations avant de montrer leur ligne de CV ou leur expérience. Et ça, c'est extrêmement fascinant si vous pouvez passer des heures, on peut passer des heures sur Dribbble. Alors Dribbble, c'est un exemple symptomatique. Dribbble, c'est une communauté de gens qui font du graphisme et qui font qu'une chose, c'est uploader le dernier graphisme qu'ils ont fait pour le plaisir, pour recevoir des votes d'artistes et de pairs graphistes. Et alors, l'effet de Dribbble, c'est une communauté du show-off entre graphistes. Regarde le super logo que je viens de faire, regarde la super interface que je viens de faire, regarde le super site internet que je viens de faire. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que ça crée en fait une communauté de gens qui cherchent ces talents-là. Et en fait, Dribbble est en train de devenir une plateforme d'emploi malgré eux. Il n'y a pas grande feature pour trouver de l'emploi, mais tous les meilleurs designers et tous les meilleurs graphistes sont déjà sur cette plateforme. Et donc, des gens s'en rendent compte. Maintenant, vous voyez bien la distance qu'il y a entre les gens sur Dribbble et les gens qui cherchent les meilleurs designers. Alors, vous avez Dribbble, mais vous avez aussi GitHub, par exemple, qui est la même chose, version code, où des gens passent des heures à programmer dans la journée et simplement montrer aux autres ce qu'ils ont programmé et avoir leurs commentaires. Ils peuvent s'échanger du code. Vous avez ça version maths, vous avez ça version sciences, vous avez ça version médecine, plateforme de show-off, de diagnostic. Regarde, lui, je l'ai soigné en moins de 3 semaines et il n'est pas mort. On fera un Barbare Attaque la santé. Et en fait, tout ça amène à une réalité, c'est que finalement, le CV est mort, CV is dead, même pour les professions les plus compétentes. Et alors, pour trois grandes raisons. La première, c'est que de toute façon, le taux de mensonges dans les CV a atteint des records historiques. Les études qui ont été faites sur ces sujets-là sont déprimantes. Tout le monde ment dans son CV. Je ne sais pas si vous regardez Dr House, mais Everybody Lie. Et ben, dans un CV, c'est encore pire qu'ailleurs. Les gens ont une fascination pour transformer des expériences insignifiantes en position de leadership extraordinaire. De l'autre côté, les CV ne reflètent pas vraiment qui est quelqu'un. C'est très compliqué de voir qui est quelqu'un sur son CV. Encore avant, on pouvait regarder comment il l'avait fait, son CV. Parce que c'était un investissement de faire son CV. Aujourd'hui, vous avez tellement de templates bien foutus par des gens gratuitement en ligne que vous n'avez même plus cette barrière à l'entrée où vous pouvez d'un coup d'œil vous dire « Ah, il a l'air pas trop manche » ou « Il a le sens du détail ». Donc, tous ces critères mous ont disparu. Vous ne pouvez plus avoir un sens et un feeling du CV. Et la troisième raison, c'est qu'en plus, le CV ne décrit absolument pas ce que la personne veut faire dans l'avenir. Le gros problème du CV, ça vient du latin curriculum vitae, c'est le chemin de vie. C'est que ça décrit ce que vous avez fait dans les 5, 10, 20 dernières années. Mais il y a des gens qui se sont emprisonnés à cause de ça. Parce que ce qui compte le plus dans notre monde, ce n'est pas ce que vous avez fait dans les 10 dernières années, c'est ce que vous avez envie de faire dans les 5 prochaines. Et comment exprimer que vous avez envie d'un changement de vie extraordinaire et un Big Bang si vous avez été spécialiste de chaîne logistique pendant 15 ans et que vous êtes condamné à chaque fois que vous voyez quelqu'un à lui expliquer « Non, mais alors voilà, je suis un expert en chaîne logistique, mais ma passion, c'est le jazz. » C'est très, très compliqué avec un CV. Vous ne pouvez pas faire ça. Et alors, le CV est mort parce que finalement, on a de plus en plus de profils où on peut se mettre en scène, que ce soit personnel, professionnel, dans des communautés spécialisées, pas spécialisées, généralistes, etc. Et en plus, il y a un grand truc qui me fait beaucoup rire, moi, c'est les fameuses photos embarrassantes sur Facebook, photos réelles. Il a quand même trouvé un emploi, ce jeune homme. Les fameuses photos embarrassantes sur Facebook. Alors, beaucoup de gens
vous explique, oulala, il ne faut surtout pas mettre de photos embarrassantes sur Facebook, parce que si un employeur pouvait tomber là-dessus, il pourrait décider de ne pas vous prendre. Vous avez deux attitudes vis-à-vis de ça. Soit vous ne mettez pas de photos embarrassantes, ce qui est une position tout à fait acceptable. Soit vous vous dites, finalement, moi, je n'ai pas envie de travailler avec quelqu'un aussi étroit d'esprit, et je vais mettre plein de photos embarrassantes, et je vais créer de l'anti-sélection d'employeurs. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ces outils, c'est que on voit toujours le verre à moitié vide, mais vous pouvez aussi voir le verre à moitié plein. Pourquoi? Parce que de plus en plus, du moins pour les gens ayant la chance d'avoir un CV convenable et d'avoir des compétences recherchées, on est de plus en plus dans un rapport de force dans ce marché qui est en train de s'inverser. C'est que malgré le chômage ambiant, il existe de plus en plus de professions où les talents sont rares et qui arrivent à inverser la tendance dans le rapport de force employé-employeur. Oui, une autre anecdote qu'on nous a racontée en préparation de ce barbare, juste petit aparté, c'est le chasseur de tête qui dit « Moi, je ne regarde jamais ce que les gens mettent sur Twitter, ce serait une atteinte à leur vie privée. » Et, et Nicolas qui était là, qui dit « Ah bah ça tombe bien, je passe des heures à mettre des trucs intelligents pour essayer de me valoriser, vous n'allez même pas le voir. » Et donc voilà, donc à mon avis, en plus, il y a un petit gap générationnel à digérer sur ces histoires de présentation de soi en ligne. Alors, un cas très intéressant de barbare parmi les barbares, le Attila des barbares du numérique, Google, lui nommé. Google avait un process de recrutement légendaire. Alors, c'était un truc du genre 7 entretiens, des tests de QI, des tests incroyables du genre combien on peut mettre de balles de golf à l'intérieur d'un bus, où vous êtes projeté dans un mixeur, vous avez 5 secondes pour ressortir comment vous faites, combien il faut vous payer pour laver toutes les vitres de Seattle et je ne sais pas quoi, etc. Et ils étaient très très fiers de ce processus de recrutement mis au point par les deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, et qui devaient leur assurer les meilleurs talents parmi les meilleurs, etc. Et puis comme Google, même quand ils ont des très bonnes idées, ils sont très data-driven, l'année dernière, ils ont fait une grande étude des 8 dernières années de recrutement et qu'est-ce que ça avait donné et à quel point ils avaient réussi à prédire la fiabilité des gens qu'ils avaient embauchés. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, leur test servait à rien, que c'était n'importe quoi, que ça créait de la frustration, qu'ils étaient moqués, etc. Et donc, Google a remplacé tout ça par 2 entretiens et un chasseur de tête. Donc, c'est assez marrant de voir comme une entreprise qui avait eu l'impression d'énormément innover sur cette pratique ancestrale du recrutement est revenue à quelque chose parce qu'ils se sont rendus compte qu'il valait mieux recruter au hasard qu'avec leur process. Ce qui était quand même assez gênant comme conclusion. Et donc, le hasard marche mieux. Alors, Google a fait quelque chose, par contre, de très intéressant. Ça, ils n'ont pas abandonné et ils continuent de le faire. C'est qu'ils ont mis aux ressources humaines, et Facebook a fait exactement la même chose, ils n'ont pas mis des spécialistes des ressources humaines, ils ont mis des ingénieurs. Et ils ont mis des ingénieurs qui savent collecter, traiter, analyser et stocker la data. Ils ont de plus en plus d'algorithmes prédictifs sur les gens. Par exemple, Google a développé un algorithme extraordinaire qui prévoit quand est-ce que les gens vont démissionner pour leur faire des contre-offres, qui est plutôt fiable. Ils arrivent à voir avant les gens eux-mêmes, ils voient la baisse de productivité au travail, ils voient des signaux faibles, moins d'emails envoyés aux collègues, etc. Et hop, ils remotivent les gens. Donc il y a un système d'alerte. Ils arrivent à éviter du turnover comme ça. Facebook a développé la première processus de recrutement entièrement automatisé, où en fait les interviews sont faites directement par des employés et tout votre process est entièrement géré par un software jusqu'à l'offre et la contre-offre négociée. Vous négociez avec un ordinateur. Parce qu'ils ont un algorithme macroéconomique qui évalue la valeur des gens. Et si vous êtes au-dessus, bah, ils n'en ont rien à faire. Et vous cliquez sur « Refuser » et ils arrêtent de faire l'offre. Donc il n'y a plus de négociation avec un humain. Il y a une machine qui vous dit, voilà, vous valez tant, vous êtes content ou pas content. Et ils ont même automatisé jusqu'au bus qui envoie le plan pour aller chercher les candidats le premier jour pour les amener dans le bootcamp, qui est 7 jours entièrement automatisé. Vous reçoivent des emails toutes les heures avec des exercices et s'ils survivent à cette semaine, ils sont embauchés par Facebook. Donc vous voyez comme l'automatisation peut aller extrêmement loin et quand les barbares sont motivés, ils peuvent faire des choses assez extraordinaires. Mais tout ça est sur une tendance de fond qui s'appelle la workforce science. La workforce science, c'est quand le big data rencontre les ressources humaines. C'est un phénomène assez impressionnant. Alors la première chose que le big data peut faire dans le marché du recrutement, c'est la détection et la construction de patterns sur comment les gens travaillent ou ont travaillé dans le passé et comment ils communiquent en ligne
et donc prédire leur comportement dans un job futur. Donc ça, c'est quelque chose que les sociétés font de plus en plus. Elles le font de plus en plus, de façon de plus en plus fiable. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire à observer, puisqu'on est face à des sociétés qui finalement comprennent que les entretiens, ça va nulle part. Les entretiens, c'est de plus en plus une sélection du plus charmeur. Il y a des gens, ils sont très forts en entretien et ils ne font jamais rien après. Nombre de fois où, en tant qu'entrepreneur, vous vous faites avoir, ça c'est un truc. Parlez à n'importe quel entrepreneur, il vous dira, il y a des champions de l'entretien. Ils sont surentraînés, surpréparés, ils savent exactement quoi vous dire, quand, la blague. Vous challengez un petit peu, mais pas trop pour que vous vous sentiez quand même bien. Il y a des techniques énormes qui sont après, et résultat, vous le recrutez, puis ça se passe super mal. Et donc, ce genre de process permet d'éviter ce genre de problème. Et alors, une des boîtes leaders là-dedans, c'est Guild, qui est utilisée par à peu près tous les grands, qui n'est pas du tout un job board, qui n'est pas du tout une plateforme qui vous permet de trouver un emploi, mais c'est une plateforme qui vous permet d'enlever les biais humains. Parce que le grand problème du recrutement, c'est les recruteurs. Parce qu'on a tous des grands problèmes, on a tous des grands biais. Par exemple, on a tendance à plus facilement donner un emploi à quelqu'un de beau qu'à quelqu'un de moche, connu. On a plus tendance à donner un emploi à quelqu'un de grand qu'à quelqu'un de petit, à compétences égales. On a plus tendance à donner un emploi à quelqu'un qui est du même groupe ethnique que soi-même plutôt qu'à quelqu'un de différent, même si ses compétences sont objectivement meilleures. Et tout ça, en fait, crée des biais qui, pour les sociétés en quête d'efficacité, en quête de diversité sincère et en quête de recrutement extrêmement large, est un vrai problème. Parce que vous avez beau être ouvert d'esprit, etc., statistiquement, c'est plus fort que nous collectivement. C'est comme ça. Et donc, cette société, Guild, en fait, supprime vraiment les biais, met des machines et évalue les profils et les scores en fonction des objectifs du client. Donc, Facebook va dire, par exemple, là, j'ai besoin de gens qui sont vraiment forts en produit. Bah, ils vont regarder que forts en produit, ils vont essayer au maximum de supprimer tous les autres biais. Alors, évidemment, c'est jamais possible de les supprimer au maximum. Talentbint, autre exemple où, en fait, là, ils vont faire le travail un peu manuel qui est d'aller voir l'ensemble des traces numériques laissées par le candidat et ils vont vous les synthétiser pour vous donner des critères mous. Quoi qu'on en pense, voir le profil Twitter, la façon de tweeter, de Facebooker de quelqu'un, etc., c'est quelque chose qui peut donner un indice sur qui est la personne, comment la personne se comporte et ce que la personne fait. Et en fait, Talentbint assume parfaitement ça et vous donne tous les outils pour pouvoir collecter les données sur les gens. Il y a Antello, qui est une plateforme donc, américaine de matching, mais on a beaucoup plus intéressant parce qu'elle est dans la salle. On a le Antello français en bien mieux. On a Kappa, qui est fondé sur l'idée que, mais elle vous racontera bien mieux que moi, qui est fondé sur l'idée que finalement, ce qui compte le plus, c'est à la fois d'aider le recruteur à trouver le candidat de ses rêves, mais d'aider aussi le candidat à trouver le boulot de ses rêves. Et que c'est ce matching des deux qui fait que la relation au travail peut devenir importante. Si vous avez un candidat idéal qui vous déteste, vous n'allez pas en faire grand-chose. Et à l'inverse, c'est pareil. Si vous avez une entreprise formidable mais que vous n'êtes pas la bonne personne, c'est peut-être pas terrible d'aller leur faire perdre du temps et c'est peut-être pas terrible pour votre carrière. Donc le but de Kappa est d'éviter ces phénomènes-là. Et alors, ce qui est vachement intéressant dans cette industrie du recrutement, c'est que ce qui compte le plus, finalement, c'est la face immergée de l'iceberg. C'est vraiment un iceberg rempli d'acteurs et aucun acteur ne peut prendre 90% du marché. C'est des acteurs qui sont très complémentaires et c'est des acteurs, parce que tout le monde connaît LinkedIn, mais LinkedIn n'est qu'une plateforme de données finalement. C'est simplement une sorte de CV unifié que tous les autres acteurs peuvent utiliser à travers leur API pour faire du meilleur travail, pour faire du matching, pour faire de la qualification, pour faire de l'enquête, pour faire de la référence, pour faire du screening, pour faire toutes les dimensions en fonction des types d'emplois qui amènent les gens à faire de meilleurs recrutements. Alors, l'une des opportunités qu'on pourrait avoir en France, on va essayer de faire l'avocat d'une nouvelle stratégie pour Pôle emploi, peut-être que les gens la regarderont ou pas, mais ce que Pôle emploi devrait être avant tout, c'est être une plateforme. Ça n'a pas de sens pour Pôle emploi de vouloir faire le matching et de vouloir faire le service après-vente. On ne fait pas le service après-vente de quelqu'un qui a perdu son emploi dans le luxe de la même façon qu'on le fait pour quelqu'un qui a perdu dans la boucherie. L'une des premières règles quand on est une start-up, c'est de définir convenablement son segment de clientèle.
Et on ne peut pas définir un segment de clientèle qui est l'ensemble des chômeurs de France. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas un segment de clientèle. C'est un fourre-tout, l'ensemble des chômeurs de France. Et quand on a un fourre-tout, on devient une plateforme. Une plateforme, c'est quoi? La définition économique d'une plateforme, c'est une entité qui a une infinité de sorties, une infinité d'entrées. Et c'est ça le but du jeu, c'est que Pôle emploi devrait devenir une plateforme qui stocke les données, agrège les données sur les candidats, devient le point central que n'importe quelle entreprise peut utiliser pour développer des méthodes pour mieux matcher les candidats avec le job de leur rêve. Donc il y a des gens qui lanceraient l'agence pour le boucher du coin, il y a des gens qui lanceraient l'agence pour la brasserie du coin, il y a des gens qui lanceraient l'algorithme de matching, il y a des gens qui lanceraient la plateforme de screening. Et Pôle emploi a une opportunité incroyable parce que c'est un service centralisé unique de devenir le pourvoyeur de données pour l'ensemble de ces acteurs. Et ce qui fait la valeur dans ce cas-là de Pôle emploi, c'est absolument pas le conseiller que de toute façon le pauvre ne pourra jamais être autre chose qu'imbuvable. Par définition, il voit trop de gens dans la journée. Vous savez, quand vous avez un flux humain permanent, vous devenez forcément agressif. C'est un phénomène tout à fait naturel. Tous les psychologues l'expliquent. Ça, c'était le petit aparté pour ce que Pôle emploi devrait faire. Alors, pour la deuxième partie de ce Barbare Attack, j'ai envie d'explorer quelque chose parce que quand on parle du marché de l'emploi, on parle de quelque chose qui est de trouver un emploi. C'est la première chose qui vient à l'idée des gens. On en a parlé, on a un problème structurel de chômage, etc. Mais finalement, ce n'est pas la seule chose que ce monde numérique est en train d'attaquer. Il n'y a pas que le fait de trouver un emploi. Il y a toutes les dimensions de ce que le travail représente dans notre vie qui est en train d'être mis en cause. Le premier, c'est qu'il y a un shift culturel incroyable. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'adore répéter, je ne sais plus du tout de qui elle est. C'est « le travail a disparu de nos cœurs, mais pas encore de nos têtes ». C'est l'idée qu'on ressent bien qu'il y a un problème avec le concept de travail. On se sent tous plus ou moins mal à l'aise avec cette idée du travail, mais on n'a pas réussi à le rationaliser parce que le modèle du travail salarié hérité de l'ère industrielle reste omniprésent. Et on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Mais pourtant, au fond de nous, au fond de notre cœur, il y a quelque chose qui a changé. Et à mon avis, c'est que les gens ne cherchent plus un travail, ils cherchent une raison d'être. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les sociétés qui reçoivent le plus de candidatures, elles ont toutes un point commun. Elles ont un mission statement et une mission extrêmement ambitieuse et extrêmement claire. Et ce n'est pas étonnant qu'elles attirent tellement de gens. C'est une sorte de palliatif au désenchantement du monde. Moins les cultes sont forts, plus on les remplace par des choses. Quand vous parlez à l'employé moyen d'Apple, vous avez l'impression d'être en présence d'une secte de fanatiques. Et je ne vous parle pas de l'employé moyen chez Facebook ou Google. Pourquoi? Parce que ces sociétés-là, quand elles disent qu'elles changent le monde, ce n'est pas simplement théorique, ce n'est pas simplement un discours marketing. C'est qu'elles arrivent à vraiment insuffler ce sentiment et cette idée quotidiennement aux gens qui la composent. Et ce shift culturel est en plus appuyé par une tendance macro qu'il va falloir affronter ensemble, qu'il va falloir vraiment l'affronter. Non, mais je suis en train de me dire, c'est vraiment un challenge pour nous tous. C'est que tout le monde d'à peu près sérieux pense que 70% des jobs vont disparaître dans notre siècle. 70% des jobs qu'on connaît aujourd'hui n'existent plus. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai problème. Les robots et l'automatisation sont en train de tout ravager. Alors je sais, à chaque fois que je dis ça, on me dit oui, ça fait 40 ans qu'on me raconte ça, ça fait 40 ans que je vois dans les films d'Hollywood cette histoire. Mais le problème, c'est qu'Hollywood est très mauvais à prédire l'avenir. Ne prenez jamais Hollywood en compte. Par contre, les gens bien meilleurs à prédire l'avenir, c'est les investisseurs en start-up. Et ce qui n'était pas vrai il y a 40 ans, je peux vous dire qu'il est d'un seul coup en train de devenir plus vrai que jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une dizaine d'années, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que les types qui font de la robotique ont enfin tué le fantasme humanoïde. D'ailleurs, je vous fous une image de slide, c'est un fantasme humanoïde. Mais c'est pour qu'on reste connecté. Les vrais spécialistes de l'intelligence artificielle ont arrêté de vouloir faire un homme. Et ce jour-là, ça s'est passé il y a à peu près 10 ans dans une conférence à Stanford, à CS Robotics. Le jour où ils ont commencé à dire, OK, le fait de faire un homme, c'est carrément impossible, on va prendre l'intelligence artificielle par la voie la moins noble, c'est-à-dire la spécialisation catégorie et métier par métier. D'un seul coup, l'intelligence artificielle a fait des progrès extraordinaires. 3 phénomènes. Le premier burger automatique, sans aucune intervention humaine, est servi depuis 1 mois à San Francisco dans un restaurant où aucun humain n'intervient. Momentum Machine. La première opération de l'appendicite sans aucune intervention humaine a eu lieu à Stanford il y a 1 an.
Et c'est quoi? C'est vous rentrez sur un corbillard, il y a un robot qui vous anesthésie, qui vous ouvre le ventre, qui vous répare l'appendicite, qui vous recoue et qui vous fait sortir. Avec 20 médecins prêts à intervenir au cas où il y a un problème. Ça, c'était le premier. Et sacrément courageux. Comme ils n'ont pas trouvé de volontaire, c'est l'un des chercheurs qui l'a fait sur lui-même. Mais c'est la première fois qu'une opération chirurgicale est faite robotiquement. Là où je suis en train de dire, quand on dit que 70% des métiers vont disparaître, on imagine tout de suite les métiers d'usine, etc. Mais ce n'est pas eux qui vont être attaqués en premier. Et ça, c'est la deuxième grande révolution dans la réflexion robotique. C'est que les types se sont dit que c'est quand même vachement compliqué de robotiser un humain qui coûte 24 000 $ par an. Parce qu'il faut réussir à le robotiser pour moins de 24 000 $ par an. Désolé pour le cynisme. Mais imaginez un humain qui coûte 200 000, 400 000, 500 000, 1 million de $ par an. Vous imaginez l'opportunité extraordinaire? D'un seul coup, des marchés entiers s'ouvrent parce que les types se disent « Bon, bah ok, j'ai compris, je vais automatiser mon comptable. Ok, j'ai compris, je vais automatiser mon avocat des procédures légales standards. Oui, j'ai compris, je vais automatiser le ramassage des poubelles. Vu le prix d'un camion bench, je peux vous dire que c'est pas le coût de ramassage de poubelles, ce n'est pas les gens qui portent les poubelles. Etc., etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de vivre la première révolution robotique industrielle, elle a lieu en ce moment. Et c'est une révolution qui est à la fois hardware, mais également software. Et elle est profondément software. Parce qu'elle ne s'accompagne pas simplement de robots qui ont des bras et des jambes et qui disent « je suis un robot ». Non, elle s'accompagne aussi de logiciels en intelligence artificielle qui font de plus en plus de fonctions essentielles industrielles. Et donc, ça pose 3 problèmes qui vont de pair avec le marché de l'emploi, et c'est une introduction au prochain Barbare Attack, qui est le problème du marché de l'éducation. Parce que quand on vous dit les emplois ne sont pas pourvus, machin, blablabla, c'est parce qu'on se dit en fait implicitement, c'est que les gens ne sont pas aptes à les remplir ces emplois. Sinon, ils postuleraient par eux-mêmes, etc. Mais alors, il y a un problème, c'est qu'on est passé par 3 grandes phases dans l'éducation. Il y avait au début une éducation qui est l'éducation industrielle, qui est née au XVIIIe, au siècle des Lumières, dont le but du jeu est de vous amener à votre place dans la société. Par exemple, pendant très longtemps, les gens de classe plutôt populaire étaient extrêmement bons en orthographe et à compter. D'ailleurs, on en parle assez, les jeunes font de plus en plus de fautes, etc. Mais il y a quelque chose qu'on ne rappelle pas, c'est la prémisse cachée à ça, c'est que l'une des grandes tâches des gens dans ces postes-là était de compter et d'écrire pour le patron. Et donc, c'était essentiel qu'ils savent très bien écrire et qu'ils savent très bien compter. Et le seul but de l'éducation, c'était d'amener les gens à atteindre leur place. Et d'ailleurs, tous les discours sur l'ascension sociale, etc., ont cette idée implicite, qui est, si vous avez un QI et parce que vous êtes doté par la nature d'un cerveau qui fonctionne un peu mieux que les autres, on ne va quand même pas vous laisser à la place d'où vous venez. On va vous faire monter les échelons et le plus haut possible. Mais l'idée implicite derrière ça, c'est qu'effectivement, il y a des strates, et des strates extrêmement rigides. Il existe des métiers, on acquiert des statuts. Et en plus, ça s'accompagne de quoi? Ça s'accompagne de l'idée très profonde que l'éducation et la formation et le fait d'apprendre des choses, c'est quelque chose qui concerne le temps de l'enfance. Vous n'êtes pas encore prêt, quoi. Vous n'êtes pas encore au point. Donc, vous apprenez des choses, et à un moment, on vous met un tampon, on dit « au point, c'est bon, tu peux aller sur le marché du travail ». Et puis, alors, à un moment, on s'est dit « tiens, c'est quand même marrant, parce qu'entre le début où les gens commencent à travailler et 20 ans plus tard, leur profession disparaît ». Alors, on a inventé la formation continue. Et ça, c'est la deuxième grande phase de la révolution et qui s'accompagne, encore une fois, des formations qui sont financées par Pôle emploi ou je ne sais pas quoi, et qui font qu'on dit aux gens, bon, ben voilà, vous êtes à un stade où vous avez, vos compétences et votre savoir n'est plus viable, donc on va vous rééduquer, et donc on va implicitement quand même, on se dit, on vous renvoie un peu dans l'enfance. Je ne sais pas qui a fait des formations professionnelles ici obligatoires, mais la plupart sont quand même des sketchs. Hein. Enfin, il y a une sorte de marché complètement inefficient de la formation professionnelle où les gens ne sont pas contents, ils sortent en se disant « mais c'était quoi ce truc, j'ai perdu mon temps ». De l'autre côté, c'est une industrie extrêmement lucrative parce qu'elle est réglementée. Donc il y a un pourcentage obligatoire qui est consacré. Et encore une fois, parce qu'une profession réglementée, on n'a pas vu qu'il
qu'il s'était passé un troisième phénomène dans l'éducation, qui est que de toute façon, aujourd'hui, entre le début des études et la fin des études, les choses changent tellement que c'est à peu près invalidé. Et c'est aussi pour ça qu'on a un retour en force des études théoriques. Parce qu'au moins, quand vous faites des maths théoriques, de la socio-théorique ou de la littérature, entre le début de vos études et la fin de vos études, rien n'a changé. Il y a un exemple qui est fascinant, c'est toutes les écoles qu'on a créées dans le web. Elles vous apprennent des technos. Alors, la grande mode, c'était le Flash. On a formé en France 100 000 personnes à Flash. Entre le moment du début de la formation et la fin de la formation, Flash avait disparu, tué par Steve Jobs. Et en plus, vous avez formé 100 000 types qui, d'un seul coup, se sentent complètement inutiles et qui vont expliquer et casser les pieds à tout le monde. Non, non, il faut continuer. Oui, OK, ça ne marche pas sur mobile, ça ne marche pas, mais il faut utiliser Flash parce que c'est vachement bien. Et en plus, vous les mettez, malgré vous, complices d'un crime, en fait, qui est que la techno ne sert plus à rien. Parce qu'au lieu de leur avoir appris Flash, on aurait mieux fait de leur apprendre quelque chose de relativement plus théorique et ils auraient appris des technos au fur et à mesure. Et aujourd'hui, en fait, le fait de se former et le fait d'apprendre des choses a un lien direct avec le marché de l'emploi. Aujourd'hui, malheureusement, le monde est divisé entre les gens qui sont dans une forme de formation continue personnelle et les autres. Et ça, il y a plein d'exemples qui le prouvent. Premier, est-ce que vous connaissez Peter Thiel, 20 under 20 ? Donc Peter Thiel, c'est un milliardaire américain un peu excentrique, comme tous les bons milliardaires américains sont. Et il a eu une grande idée, il a dit, voilà, ça n'a aucun sens de dépenser 400 000 $ pour s'acheter un diplôme qui de toute façon ne vaut rien. Donc pour faire comprendre aux gens que ça ne sert à rien, que l'Ivy League est morte et que les gens les plus brillants n'ont pas besoin d'aller à l'université, j'offre 100 000 $ à tous les gens sous 20 ans, 20 personnes en dessous de 20 ans tous les ans pour montrer l'exemple. Donc au lieu de dépenser 400 000 $, on vous donne 100 000 $ pour ne pas aller à l'école. Vraiment le rêve d'une vie pour moi, si seulement ça avait existé quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, Peter Thiel en est à sa 4e génération et ils font des choses incroyables. Par exemple, ils ont Laura Dwang qui a quitté le MIT donc à 19 ans et qui n'a pas fait ses années au MIT et qui vient de fonder le premier fonds pour augmenter l'espérance de vie humaine parce qu'elle a découvert un gène qui permet d'augmenter substantiellement l'espérance de vie sur les souris. Et donc, elle essaie d'appliquer ça à l'homme. Et vous avez vous avez Tom Curier, fascinant, qui a créé la première Porsche électrique. Donc, il prend des Porsche, il les démonte et il les transforme en voiture électrique avec les performances d'une Porsche, parce que sinon, si ça roule à 2 km/h, ça ne sert pas à grand-chose, etc., etc. Et il est en train d'en sortir quelque chose d'extraordinaire. L'autre grand gagnant de cette génération, c'est la culture hacker. Alors, on parle beaucoup de hackers dans les médias, on déforme, le mot n'est pas forcément bien vu en France. À la dernière assemblée des actionnaires Facebook, il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'il comptait faire contre tous ces hackers qui pirataient Facebook. Et Mark Zuckerberg a dû expliquer que les hackers, c'était le petit nom qu'ils se donnaient entre eux pour se sentir pirate et important. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la culture hacker, c'est l'idée que on peut tout apprendre par soi-même et extrêmement rapidement en allant contre l'ordre établi. Et alors vous avez GitHub, Stack Overflow par exemple. Nous, on a des gens dans The Family qui sont rentrés sans savoir programmer. Et simplement sur Stack Overflow et 6 mois plus tard, ils ont appris à programmer simplement en parlant avec la communauté. Moi, les gens me demandent souvent c'est quoi la formation pour aller apprendre à programmer, etc. Les meilleurs programmeurs du monde ont appris à programmer tout seuls. C'est une constante. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Et vous regardez le milieu des startups, il y a un nombre de gens extraordinaires qui n'ont aucun diplôme. Et c'est une spécificité culturelle qui est, à mon avis, à l'avant-garde de ce qui va se passer dans l'ensemble de la société. Parce que ces gens ne brillent pas par leur CV, ces gens-là brillent par leur réalisation. C'est des gens qui ont fait sur le côté, pour eux-mêmes, tout seuls, des projets extraordinaires. Revenons à cette question des 500 000 emplois non pourvus. Il y a deux façons de le voir. Soit on se dit, franchement, c'est des bleus, ils sont incapables de faire leur boulot, peut-être. Ou sinon, on se dit, finalement, personne ne les veut, ces emplois. Et alors, on revient à ce que je disais avant, les gens ne cherchent plus un travail. Et on a tous entendu cette histoire d'artisan. Moi, j'ai eu un problème d'eau chaude un jour dans mon appartement. Pendant 6 mois, j'ai eu un plombier qui m'a tourné en bourrique, mais littéralement, avec des phrases du genre « Oui, oui, je suis chez vous, là. Bah non, je suis chez moi et vous n'y êtes pas. Ah bon, bah, j'ai dû me tromper d'adresse. Je vous rappelle plus tard. »
Et alors, encore une fois, il y a deux façons de prendre le problème. Soit vous dites vraiment, je suis tombé sur le pire des crétins, soit vous vous rendez compte qu'ils sont tous comme ça et ils n'ont pas le choix. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une pression de travail extraordinaire. Et quand vous lui parlez, vous lui dites, mais je ne comprends pas, vous vous semblez crouler sous le travail, pourquoi vous prenez personne? Bah, vous avez le droit au refrain traditionnel. Ah bah les jeunes, ils veulent plus travailler, hein, ils se lèvent pas le matin, ils se lèvent pas le matin, et puis etc., etc. Et effectivement, les jeunes ne se lèvent plus le matin, parce que de plus en plus de gens ne voient plus le travail comme un objectif de leur vie. Et on a de plus en plus de gens qui vivent au bord de la plage avec pas grand-chose, qui font des tours du monde avec rien du tout, et qui sont extrêmement heureux de leur vie de décroissance. Et le rêve hippie, qui pendant longtemps a été une sorte de fantasme, on va créer notre communauté à manger des fromages de chèvre ensemble, et qui paraissait un peu irréaliste, est de plus en plus vécu au quotidien par des gens qui ont tout sauf l'air d'être des hippies, à part la coupe de cheveux peut-être. Et vraiment, c'est quelque chose de structurel. Vous ne pouvez pas vous demander comment le marché du travail est en train de se restructurer. On ne peut pas se dire, mais c'est quand même bizarre que le chômage structurellement augmente, et pas comprendre qu'en plus, il y a un phénomène de fond qui fait que les gens sont de plus en plus exigeants dans cette société vis-à-vis du type de travail qu'ils sont prêts à faire. C'est une réalité qu'on vit tous au quotidien. Beaucoup de gens préfèrent être au chômage que prendre un travail qui ne leur correspond pas. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, cette culture du travailler dur a de moins en moins de sens. Et elle a de moins en moins de sens parce qu'il y a un sujet tabou dont personne ne veut parler, qui est le clivage générationnel. Ce clivage générationnel qui fait que de plus en plus de gens de moins de 25 ans en veulent de plus en plus aux gens de plus de 50. Et c'est un phénomène auquel on est en train d'assister, c'est un phénomène qu'on ignore, mais pourtant c'est un phénomène structurel. Ces gens-là se disent, pourquoi je vais jouer à un jeu qui ne me correspond absolument pas, avec des dés qui sont pipés, pour de toute façon un résultat qui ne me va pas. Et aujourd'hui, on peut prendre le marché de l'emploi et faire des grandes annonces politiques et se demander, etc. On peut l'attaquer par la techno pour à peu près tous les gens qui veulent continuer à jouer le jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'on est de plus en plus en présence de gens qui ne veulent plus jouer au jeu, qui n'acceptent plus cette règle. Et alors, le coup d'aller les envoyer sur des bancs à écouter des gens parler de choses vraiment très ennuyantes, je vous assure, ce n'est pas une solution. J'ai entendu là un député dire la formation, c'est la solution. Alors moi, je vais le dire. Comme ça, je vais me présenter aux prochaines élections. La formation n'est pas la solution, mes braves amis. Parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de distance entre ce que vous avez besoin de savoir et vous-même. Si les gens avaient vraiment envie de se former, ils ouvriraient Google. Et les gens ont ce réflexe incroyable pour à peu près tout ce qui compte dans leur vie. Il n'y a qu'à voir la faillite de tous les services après-vente. Un autre barbare attaque. Décidément, c'est barbare. Donc, il y a un phénomène auquel on est en train d'assister, c'est que la société rigide, que je vous ai décrit en strass et en niveau, est en train de se faire attaquer à coups de poing par une génération. Et alors, dans cette génération, il y a les gens qui sont du bon côté de la barrière, les privilégiés qui sont dans ce milieu, start-up, où il y a des financements, où ils ont à peu près. Et puis, il y a tous les laissés pour compte, dont on ne parle pas, qui sont extrêmement importants, que la technologie essaie de s'accaparer comme une opportunité de marché, mais où même la technologie a énormément de mal à faire quoi que ce soit qui compte, parce qu'elle n'arrive pas à trouver une chose qui leur plaît. Et alors, il y a un exemple extraordinaire, mais j'ai oublié le nom de la start-up. Hugo, aide-moi. Coding, concurrent de Code Academy, avec le mot tri dedans. Non, raté. J'ai un trou de mémoire terrible, c'était le moment dramatique de mon pitch. Désolé, je vais vous le retrouver. Mais c'est une société américaine qui prend des chômeurs de longue date et qui leur apprend à coder pour qu'ils deviennent leurs propres patrons. Ils ont formé 1000 personnes en un an qui ont un revenu moyen de supérieur à 70 000 $. Et ils ont vu personne. C'est ça la clé. Ils ont formé 1000 personnes en un an sans voir personne, parce que tout se passe en ligne et tout se passe par une interface. Et ces gens ont en moyenne un revenu supérieur à 70 000. Donc quand vous trouvez quelque chose qui compte vraiment pour le cœur des gens, il n'y a plus vraiment d'obstacles, les gens sont self-motivés. Si vous expliquez aux gens qu'il y a une opportunité pour eux économique qui est alignée avec leur intérêt philosophique et qui est compatible avec l'image qu'ils se font de leur vie, les gens retrouvent le goût du travail. Mais pourquoi? Parce que la notion de travail pour le travail, parce qu'on doit faire vivre sa famille, etc., n'a plus de sens dans nos sociétés prospères.
Et alors, c'est un grand débat en philosophie, c'est les gens qui militent pour le revenu minimum ou ce genre de choses. Mais derrière tout ça, il y a énormément de moralisme. On se dit, pourquoi on donnerait de l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas? Et je vous invite à regarder ces débats philosophiques. John Rawls, c'est le surfeur. Et John Rawls qui a écrit la théorie de la justice, qui est pourtant un type à peu près éclairé. Il vous explique, ah non, il ne faut pas donner d'argent aux surfeurs, ils ne font rien de productif dans la société. Donc on a encore des jugements extrêmement moraux par rapport à ça, mais ces jugements sont en train d'être attaqués et se faire attaquer de front par cette génération et cette contre-culture. Alors, dernier sujet, c'est que en fait, la rigidité du marché de l'emploi vient aussi à cause d'un grand délire qui est celui des critères et des compétences. Quand vous regardez une annonce d'emploi moyen, vous avez toujours ces trucs un peu délirants du genre je veux que la personne ait tant d'années d'expérience. Donc si elle a 2 ans de moins ou 3 ans de plus, bah, le filtre le fait passer. Je veux qu'elle ait fait telle ou telle école, etc. Et vous tombez des fois sur des gens qui comprennent que finalement, ce qui compte le plus, c'est de passer d'une analyse des compétences à une analyse des aptitudes. Alors les aptitudes, c'est quoi? C'est la capacité que vous avez à faire quelque chose structurellement parce que vous avez développé des mécanismes cognitifs plutôt adaptés au cours de votre vie et au cours de votre expérience. Par exemple, il y a un projet extrêmement réussi à l'université de Créteil, Nicolas, ça? Oui, à l'université de Créteil, où on a transformé des générations entières d'élèves de philosophie sans emploi en auditeurs. Ça s'appelle le projet Copernic. Vous pouvez aller voir, c'est quelque chose qui marche en France. C'est en partenariat avec Ernest Young. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre un philosophe et un auditeur? Tout simplement, quand vous avez fait de la philo plutôt sérieusement pendant 4 ans, vous développez des capacités d'analyse et de rigueur qui sont extrêmement utiles dans l'audit et beaucoup plus intéressantes à ce moment-là de votre vie que quand vous avez fait des études d'audit depuis le premier jour parce que vous aviez peur de ne pas faire quelque chose de votre vie et vous avez pris le truc qui avait l'air le plus sûr. Et les auditeurs philosophes, en général, font des meilleurs auditeurs parce que c'est un moment où ils n'ont plus le choix. Ils ont vécu dans l'insouciance. Ils se sentent obligés de faire quelque chose de rémunérateur et ça se présente à eux. Le projet Copernic a été l'une des grandes réussites de l'université de Créteil. C'est la fameuse théorie du signal. Il y a 2 grandes théories en économie sur comment le marché de l'emploi est structuré. La première s'appelle la théorie du capital humain. C'est une théorie qui est omniprésente en France, qui est l'idée que si vous voulez devenir banquier, il faut faire une école de banquier. Si vous voulez devenir commerçant, il faut faire une école de commerçant. Et puis il y a la théorie du signal, qui est l'idée que les études que vous avez faites montrent simplement votre capacité intellectuelle et votre niveau au sujet de quelque chose. Par exemple, si vous avez fait du grec ancien, ça veut dire que vous êtes à peu près rigoureux et que vous êtes à peu près discipliné. Si vous avez fait des maths à haut niveau, ça veut dire que vous avez des capacités abstraites extraordinaires et que vous avez des capacités cognitives supérieures à la norme, etc., etc. Et cette théorie du signal, c'est ce qui peut rendre un marché de l'emploi extrêmement fluide. Parce que d'un seul coup, on ne va pas regarder les CV à l'orée de ce que les gens ont fait, mais on va regarder les CV à l'orée de ce que les gens veulent faire. Parce que la seule chose que vous regarderez, c'est s'il y a une adéquation entre leurs capacités et leurs aptitudes et le type de boulot qu'ils veulent prendre. Donc, finalement, comme on l'a vu, on peut se demander ce qui reste. La recherche d'emploi est attaquée par les barbares. Les agences nationales dans tous les pays sont beaucoup moins efficaces que les sociétés privées sur ce sujet. De plus en plus de sociétés privées arrivent là où beaucoup échouent. Le fait de garder son travail est sous attaque. C'est de plus en plus dur de garder son travail dans un monde où tout change, où tout va très vite, où la compétition est de plus en plus dure, où le marché est de plus en plus globalisé. Et puis, être motivé pour son travail est de plus en plus dur. De plus en plus de gens font des crises de la quarantaine plus ou moins souvent dans leur vie, et plus ou moins rapidement et plus ou moins fort. Mais finalement, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Et donc, on peut se demander, mais qu'est-ce qui reste à tout ça? Eh bien, laissez-nous avoir un petit message d'espoir. C'est l'idée de l'âge entrepreneurial. C'est l'idée que finalement, on va rentrer dans un âge où les gens vont réussir à concilier travail, revenus et raison d'être, tout simplement en construisant leur emploi. Et d'ailleurs, la seule forme, ce n'est pas de créer sa société. Il y a cette citation que j'adore dans Social Network, le film, où ils ont rendez-vous avec Larry Summer, et Larry Summer dit « J'en ai marre de ces étudiants d'Harvard qui pensent qu'ils peuvent plutôt créer leur emploi plutôt qu'en décrocher un ». Et je pense que cette phrase résume vachement bien ce qui est en train de se passer dans cette génération. Et finalement, être entrepreneur, ce n'est pas la seule apanage.
vous avez de plus en plus de gens qui se comportent comme des entrepreneurs au sein de leur organisation, parce que les organisations arrivent à laisser de plus en plus de place à la liberté, de plus en plus de place à l'initiative personnelle, et c'est la seule chose qui peut faire qu'elles peuvent garder cette génération de gens motivés, sincères et incroyablement performants.